Et nous allons voir les nains de stuc des palais allemands, autrichiens et naturellement bavarois, ça va de soi. À propos de trois architectes et donc de trois lieux, ce sera Hildebrandt, Knöbelsdorf et Cuvilliés. Mais bien sûr, il y a un frontispice à tout ça. Ceci est par excellence une œuvre du Rococo, puisque c'est par excellence une œuvre de Cuvilliés. En l'occurrence, c'est le fronton d'un pavillon de chasse, de repos pendant la chasse, bien connu sous le nom de Amalienburg et qui fait partie des domaines des princes électeurs de Bavière et en l'occurrence du parc de Nymphenburg. Cela a été édifié, l'ensemble a été édifié en 1735. La Diane que vous avez là est 1735 aussi. Alors ça m'a amusé de choisir Diane comme frontispice de cette rencontre-ci, dans le sens qu'il y a un certain nombre de semestres de cela, bon c'est pas si vieux, on avait parlé de Renaissance et de maniérisme, et je vous avais montré une Diane aussi, c'était celle du château d'Annay. Et vous vous souvenez peut-être qu'au-dessus du fronton de la porte se trouve aussi une Diane au repos, mais due à Goujon. Alors ça me paraissait amusant, 2 siècles de distance ou presque, de retrouver le même sujet. Alors vous retrouvez cette tradition de la stuccature que nous avions vue la dernière fois, qui est tellement virtuose en Bavière, avec notamment ici tout le jeu que Cuvilliés s'est amusé à donner au filet de chasse de Diane. Vous voyez ce filet extraordinaire qui est en stuc, bien sûr sur une armature de cordage, mais enfin une stuccature d'une habileté absolument prodigieuse. Et vous avez donc ici une Diane au repos qui dépasse légèrement de son entablement. Elle est entourée de boutils aussi, ça va de soi. Ils sont profanes aussi bien que sacrés. Et elle tient à la main la colombe, symbole de l'amour, puisque ce que vous avez sous les yeux, c'est le cadeau d'anniversaire du prince électeur de Bavière à son épouse bien-aimée Amalia, tout le nom de Amalienburg. Nous reverrons tout cela, bien entendu. Nous entrerons dans ce pavillon d'Amalienburg, mais dans un moment. Alors ce soir donc, nous sommes dans le triangle d'or du Rococo. C'est Vienne, Berlin, Munich. Et notre voyage aujourd'hui sera Vienne, Berlin, Munich. Nous ferons connaissance de 3 lieux, un à Vienne, un à Berlin, à Munich, logiquement, et nous ferons connaissance aussi de 3 hommes. 3 hommes qui ont commandité, 3 hommes qui ont permis l'érection des 3 monuments exceptionnels que vous allez voir. Le premier à Vienne, c'est Eugène de Savoie-Cadignan, que vous apprendrez tout à l'heure à mieux connaître sous le nom de Prince Eugène, le Prince Eugène, créateur du Belvédère. Puis nous verrons Frédéric, électeur de Brandebourg et roi de Prusse, plus connu sous le nom de Frédéric II de Prusse, ou si vous préférez même, de Frédéric le Grand. Lui nous entraînera bien sûr à Berlin, où nous verrons son fameux château de Sanssouci. Le troisième de ces personnages exceptionnels, ce sera Charles Albert, électeur de Bavière, plus connu en tant que roi de Bohême dès 1740, et plus connu encore sous le nom de Charles VII dès 1741. Ces 3 hommes exceptionnels, dont pour l'instant vous ne révélez que les noms d'identité si vous le voulez, ces 3 hommes exceptionnels sont vraiment des hommes exceptionnels. Je vous rappelle que le premier a sauvé définitivement l'Autriche de l'emprise turque, et cela dès 1697. Le deuxième a remporté la Silésie à l'Autriche et par là même balancé d'une façon complètement révolutionnaire l'équilibre européen, et cela dès 1745. Quant au troisième, il a ce mérite d'avoir déclenché la guerre de succession d'Autriche, et cela dès 1740. Vous voyez, le premier sauve l'Autriche grâce à la puissance des armes, le deuxième balance l'équilibre européen grâce à la puissance des armes, et le troisième déclenche une guerre grâce à la puissance des armes. Et après ça, j'entendrai encore dire à la sortie que le rococo c'est un style de bonne femme. Parce que j'ai ça entendu la semaine passée. Alors je tenais à bien appuyer. Les 3 commanditaires des 3 résidences que vous allez voir étaient des hommes de guerre et parmi les plus insignes de leur temps. Très très important.
Pourtant, c'est vrai qu'à première vue, et à vue brève, le rococo a un tout petit côté un peu féminin, faut quand même l'avouer. Ainsi, partout, au plafond, sur les lits, sur les chaises et sur la table, les petits amours ailés, bien potelés, bien gras, culbutent et jouent partout. Pas très masculin, disons bien. Vous ne me croyez pas, mais je vais vous montrer trois exemples assez fabuleux d'ailleurs, d'objets d'art. Voilà, d'objets d'art tout à fait typiques du style rococo. Ces trois objets d'art sont trois chefs-d'œuvre de ce qu'on appelle l'orfèvrerie de table. Ils datent tous du milieu du XVIIIe siècle à peu près. Ils sont tous français et ils ont ce mérite complémentaire d'être tous aujourd'hui réunis dans le même lieu par la faveur d'un collectionneur qui était M. Gulbenkian. Ils appartiennent donc aux collections de la Fondation Gulbenkian de Lisbonne, qui a, vous le savez peut-être, l'une des plus belles collections d'argenterie qui soit au monde, et notamment d'argenterie 18e, et notamment d'argenterie rococo. Alors, ce que je fais sous les yeux est dû à Durand. Durand, l'un des très très grands argentiers et orfèvres de Paris au milieu du XVIIIe siècle, c'est un petit ange conduisant un tombereau avec tonneau. En l'occurrence, à quoi est-ce que ça sert? Ça sert de moutardier. Ce que vous avez sous les yeux, c'est donc un moutardier parisien du XVIIIe. Et puis, si ce n'est toujours pas assez épicé, deuxième objet que je vous présente, celui-là dû à Thomas, autre des très grands argentiers français du XVIIIe siècle. Mais disons, ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez que dans les deux cas, Moutardier comme Salière, ce sont les petits, ce sont les petits anges qui vraiment sont les artisans, peut-on dire, du bonheur de la table. Le bonheur de la table est parfois peut-être un peu long, donc on regardait la pendule. Alors regardez la pendule aussi, voilà. Cette pendule célébrissime, bien que anonyme, qu'on appelle le globe terrestre, bronze noir, bronze doré, sur un mécanisme de 2 francs, cette pendule-là est également parisienne, date également du milieu du XVIIIe siècle, et vous voyez que c'est de nouveau à des boutiques confiées la lourde tâche de porter le monde et de définir le temps qui passe. Donc simplement 3 objets pour vous montrer l'esprit, mais à première vue et à brève vue, l'esprit de ce rococo français qui est entièrement basé sur une forme de célébration de l'Olympe dont les poutis sont, si vous le voulez, les prétoriens, ou si vous le préférez, les Galatiens. C'est peut-être à cause de cela, c'est peut-être à cause de cette iconographie un peu légère et parfois un peu mièvre, avouons-le bien, qu'on a l'impression que le rococo est un style plus féminin que masculin. À côté des poutis, il faut bien dire aussi qu'à première vue, les êtres que l'on rencontre le plus souvent dans le rococo, ce sont les grâces, les fameuses 3 grâces. Grâce et poutis forment vraiment, disons, l'escadron volant de ce rococo. Là aussi, je voulais vous amener un bon exemple, mais je voulais un peu varier les genres. Alors après l'orfèvrerie de salon, je me suis lancé dans la poésie de salon, ou presque. C'est-à-dire, j'ai retrouvé dans un ouvrage qui était le vadémécum de tous les artistes de cette époque-là, le Lacombe de Prézel, un passage qui peut vous intéresser. Alors, qu'est-ce que c'est que le Lacombe de Prézel? Aujourd'hui, ça ne s'utilise plus. Au XVIIIe siècle, tout le monde l'avait dans la poche, du moins tout artiste l'avait dans la poche, puisque c'était le premier, puisque c'était le plus complet, puisque c'était le plus parfait des dictionnaires iconologiques. Le Lacombe de Prézel apparu en 1771 en édition originale, en 1779 en édition revue, corrigée et augmentée. Alors c'est un assez gros bouquin, ou plutôt c'est un ensemble de 4 petits volumes qui forment un assez gros bouquin, dans lesquels M. Lacombe de Prézel a pris tous les auteurs, tous les poètes, tous les exégètes, tout ce que vous pouvez imaginer comme texte antique. Il les a mis par, si vous le voulez, ordre et sujet dans une répartition savante, de façon à ce que désormais les artistes ne se trompent plus lorsqu'ils font des allégories, lorsqu'ils font des scènes mythologiques. On trouve tout dans le Lacombe de Prézel.
C'est ainsi qu'on vous apprend qu'il ne faut pas peindre les trois Pâques n'importe comment, ça ne suffit pas de les montrer vieilles et décrépies, mais qu'il faut que l'une tisse, l'autre torde la troisième coupe. Voilà, grâce à Monsieur Lacombe de Frézèle, vous ne faites pas de la peinture idiote. Lorsqu'on représente Vénus et Cupidon, Vénus doit être riante et Cupidon doit être riant. Tandis que quand on représente Mars et Cupidon, Mars doit être riant mais Cupidon doit pleurer. Voilà. Eh bien, grâce à Lacombe de Frézèle, vous ne faites plus de sottises non plus quand vous peindrez l'intérieur d'un clavecin, car c'est le genre de sujet pour intérieur de clavecin. Alors, j'ai repris cette vieille source, aujourd'hui bien oubliée, au chapitre grâce. Parce que les trois grâces, ça me paraissait vraiment être un symbole de notre rencontre de ce soir. C'est le symbole de toutes nos rencontres, ça va de soi, mais celle de ce soir en particulier. Et j'avoue que alors vraiment, j'ai été comblé. Parce que Lacombe de Frézèle, dans un très beau français, va nous définir ce que sont les grâces. Et alors, écoutez bien ce passage, c'est de la prose rococo comme c'est pas permis. Alors, article grâce, page 127 du dictionnaire iconologique dans l'édition de 1779. Citation. Elles ont un visage riant pour marquer que nous devons faire un plaisir et rendre de bons offices et reconnaître ceux qui nous en rendent. Elles sont nues parce qu'il faut obliger ses amis avec sincérité et sans affectation. Elles sont jeunes. Deux points. La mémoire d'un bienfait ne doit jamais vieillir. Elles sont vives et légères, ce qui signifie qu'un bienfait ne doit pas se faire attendre. Elles se tiennent par la main pour apprendre aux hommes qu'ils doivent serrer les nœuds qui les attachent les uns aux autres. Au premier degré, c'est déjà drôle, au deuxième, c'est vraiment nettement hilarant. Mais enfin, vous voyez, jeunesse, nudité, rapidité, légèreté, fraternité, on en parle déjà un. Tout cela désigne, si vous le voulez, ces grâces telles que M. Lacombe de Frézèle veut qu'on les fasse triompher au plafond, sur les lambris, en dessus de cheminée, et vous allez les voir pendant toute cette soirée est fidèlement rendue d'après le Lacombe de Frézèle. Ce qui m'étourdit dans cette histoire, ce qui m'estomaque dans cette histoire, c'est que l'année même où on faisait ces moutardiers, ces salières et ces pendules avec des petits poutis rigolades, l'année même où M. Lacombe de Frézèle écrivait son article sur les grâces, le roi de France, Louis XV, crée l'école de guerre à Paris. Frédéric II envahissait la Silésie et laissait derrière lui 47 000 morts. Et les hostilités franco-anglaises étaient plus tendues que jamais, puisque, dans les colonies, c'est vrai, mais les Anglais prenaient aux Français Pondichéry et Champ-Bernagor. Et je me permets de vous rappeler qu'on était à 10 ans, jour pour jour, de la prise de la Bastille. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez incroyable à penser que, dans un monde qui est un monde de plus en plus tendu, dans un monde qui est un monde de plus en plus dramatique, ce monde de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on multiplie ce cortège des impétries comme une sorte de conjuration contre ces temps qui s'obscurcissent. Le rococo, il faut peut-être le voir comme une forme de, je reprends le mot, conjuration face à ces horizons qui décidément se noircissent de plus en plus. Ou plus exactement, je dirais que le rococo du coup est double. Il y a ce rococo extraordinairement solaire que nous venons voir par les objets d'argent et par les phrases de M. Lacombe de Frézèle, première des choses. Puis il y aurait une sorte de deuxième rococo qui serait ce rococo d'une prise de conscience de la gravité du temps. Aussi, je pense que la meilleure définition que je puisse vous donner du rococo civil, du rococo profane, c'est une citation. Et une citation que j'aime beaucoup, bougez-vous les oreilles ceux qui n'aiment pas les citations, elle est due au maréchal de Saxe, ça veut dire que c'est pas convenable. Le maréchal de Saxe, se trouvant devant Madame Justine de Banserret, dont elle était plus connue sous le nom de Justine Favard, chanteuse, danseuse, comédienne et accessoirement maîtresse du maréchal, se trouvant donc devant elle, déguisée en grâce, comme par hasard, il s'est exclamé devant tout Paris, mais foutre Dieu, je l'aime. Ben, cette phrase qui est une insigne vulgarité, je n'aurais jamais osé dire une chose pareille, cette phrase résume admirablement le rococo. Vous en avez l'aspect, si j'ose dire, masculin, avec le premier mot, je ne vais pas rappeler, qu'on
Et puis deuxièmement, vous avez cette espèce d'affirmation de foi et d'amour, je l'aime, qui a l'air d'une simplicité évangélique, mais qui, dans la bouche de M. de Saxe, ne devait pas être si fréquente que ça. Donc je dirais que le rococo, c'est Mars rendant les âmes à Vénus. Voilà, je crois, la meilleure définition de ce rococo profane que je puisse vous donner. C'est Mars rendant les âmes à Vénus. Et c'est très valable pour les trois princes que nous allons découvrir ce soir. Mars, c'est le prince Eugène. Mars, c'est Frédéric le Grand. Mars, c'est les lecteurs de Bavière, vraiment. Et Vénus, c'est justement toute la grâce de l'architecture qu'ils ont créée. Au fond, Mars élevant un temple à Vénus, c'est un peu notre sujet de ce soir. On va maintenant, vous avez été bien défini, j'espère bien avoir su fixer pour vous cette sorte de double art du rococo profane, à la fois extraordinairement martiale et en même temps extrêmement vénusienne. Cela étant fait, nous allons partir pour le la première pointe de notre triangle d'or, Vienne, le Belvédère. Alors je vais préparer juste une toute petite fiche technique pour chacun de ces monuments, ça me paraît quand même important. Je vous rappelle que le commanditaire, c'est le prince Eugène, et je vous rappelle que l'architecte, les noms figurent absolument majuscules, c'est Lucas von Hildebrandt, qui n'est pas un architecte insigne au plan européen, mais qui pour les Viennois du XVIIIe a été l'architecte avec un grand A. Lucas von Hildebrandt, c'est vraiment le rococo à Vienne, juste avant Marie-Thérèse. Juste avant, car Marie-Thérèse, de goût et de tempérament, était plutôt une néoclassique. Donc juste avant Marie-Thérèse, le dieu vivant de l'architecture, c'était Lucas von Hildebrandt. Voilà peut-être pourquoi le prince Eugène l'a choisi pour architecte. Le prince Eugène possédait des hectares aux portes de Vienne, car à l'époque c'était aux portes de Vienne et pas en ville. Il a décidé d'y construire une résidence de plaisance. À un bout de ces hectares, donc, il a demandé à Hildebrandt de lui construire un palais à Consadecté, si vous le voulez, une sorte de villa à la campagne, un peu à la mode italienne. Et Hildebrandt s'est exécuté naturellement. De 1714 à 1716, on a construit le Belvédère. Puis, le prince Eugène, voyant derrière lui ces arpents de champs et de vignes, a trouvé que c'était quand même un peu rustique. Il s'est donc fait faire d'admirables jardins à la française qui, sur des hectares et des hectares, prolongent la perspective de son Belvédère. Puis encore, ayant remarqué que l'horizon n'en finissait plus et qu'il fallait donc le boucler, il a décidé la construction d'un deuxième Belvédère à l'autre bout, qui serve, si vous le voulez, de contrepoids optique au premier. Et c'est ainsi qu'a été élevé de 1721 à 1723 le deuxième Belvédère. Autrement dit, c'est très simple. Il y a un premier Belvédère qu'on appelle aujourd'hui le Belvédère inférieur, qui était construit par Hildebrandt. Puis il y a, pour faire bien, j'ose dire, les gigantesques jardins à la française, d'ailleurs architecturés par un Français. Et enfin, pour boucler cette perspective, il y a le Belvédère supérieur, que le prince Eugène n'a jamais habité, mais qui était simplement le lieu des fêtes prodigieuses qu'il a données de son vivant. À la mort du prince, les deux belvédères, la propriété du Belvédère, a été léguée à sa nièce, Victoire. Les Victoires qui se moquaient éperdument des belvédères, mais par contre pas du tout de l'argent, parce que c'était une joueuse invétérée. Victoire donc a vendu le Belvédère, tout simplement, au Habsbourg. Et on y a vu loger au cours des siècles pas mal de gens intéressants, dont notamment Marie-Thérèse de Bourbon, la fille de Louis XVI, qui à la sortie de sa capture du Temple a été amenée à Vienne, comme chacun sait, et a résidé au Belvédère inférieur avant de devenir duchesse d'Angoulême. Et puis beaucoup plus tard, l'archiduc héritier François Ferdinand, qui a habité le Belvédère supérieur à lui, jusqu'au moment où, à Sarajevo, il a connu la fin prématurée que vous lui savez. Puis on a signé dans le Belvédère un nombre fabuleux de traités de paix, mais enfin ne perdons pas de temps et allons-y voir. Je voulais vous montrer le prince Eugène. Alors ça, c'est un marbre allégorique qui montre le prince Eugène se débattant entre la
piété, la Turquie et, c'est pas des mauvaises intentions, on va j'en sais rien, mais on va le prince Eugène en grande habit de combat, en train de triompher de toutes ces forces mauvaises, de toutes ces forces néfastes dont il était, semble-t-il, le grand attaquant. Ce marbre prodigieux, ce marbre du rococo qui n'est permis d'être rococo, se trouve au Belvédère, d'ailleurs, aujourd'hui encore, pour rappeler la présence du prince. Voilà ce Belvédère intérieur. Aujourd'hui, vous le savez sans doute, il est musée. Et c'est même le musée du baroque autrichien, un musée absolument extraordinaire d'ailleurs. Voilà la grande pièce d'une salle de bal de ce Belvédère intérieur, avec un rapport de couleurs qui est très rococo, si vous vous souvenez, c'est-à-dire jouant sur deux couleurs extrêmement contradictoires, en l'occurrence ici un lit de vin et un blanc légèrement cassé, l'architecte ornemaniste, qu'il demande, a réussi à créer une sorte de dynamisme de la ligne qui est vraiment tout à fait étonnant. Voilà quelques détails. Pour vous prouver d'ailleurs, et pour vous montrer, pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, vraiment l'influence ici est très italienne. Vous remarquerez que par l'usage du marbre, par l'usage des niches, par l'usage de ces statues, on retrouve presque encore un tout petit quelque chose de certaines de ces résidences maniéristes de la fin du XVIe siècle que j'avais pu vous montrer en début de carrière, et il demande encore ici en début de carrière, il y a chez lui une forme de rémanence du maniérisme italien. Par contre, dans le détail ornemental, nous sommes farouchement dans le rococo, bien entendu. Et là aussi, vous voyez, avec un jeu extrêmement savant des entrelacs de marbre pourpre et entrelacs de stuc blanc traités avec une élégance qui est absolument étourdissante. Même dans ces sortes de grands soutiens qu'on appelle des termes, où vous voyez que le jeu des conques, le jeu des volutes et aussi et surtout le jeu des trophées est extraordinairement prêté. Regardez, voilà, je vais vous montrer ces conques naturellement surmontés par les éternels putti qui, comme vous voyez, font courir d'un bout à l'autre de la pièce en une ronde effrénée les armes de Mars. Car je vous ai bien dit, dans ce décor, qui est un décor extraordinairement élégant et même sophistiqué dans son élégance, c'est quand même les armes de Mars que l'on célèbre, ne serait-ce regardé que par ce grand casque qui est là et qui rappelle la vocation militaire du prince Eugène. Dans les petits appartements, d'ailleurs, on retrouve ces mêmes boutiques, mais à la fresque, en train de danser dans des vases à fleurs, en train de flûter derrière des vases à fleurs, mais en fait, c'est toujours de nouveau cette sorte d'extraordinaire vagabondage des plaisirs que les boutiques sont censés illustrer et emblématiser. Puis donc, il y avait l'énorme perspective de rien du tout, c'est-à-dire de ces champs blés, de ces vignes qui étaient devant le Belvédère. Et c'est cela donc que le prince Eugène a décidé de transformer en un gigantesque parc aussi admirablement orchestré que ceux de Versailles. Et alors, il a fait dessiner par un Français d'ailleurs qui s'appelle Taubigny ces jardins étourdissants dans lesquels triomphent les figures emblématiques et surtout parmi ces figures emblématiques, les sphinx, ou je devrais dire, parce que c'est plus juste, les sphinges. Je me permets de rappeler à ceux qui ne le sauraient pas que la sphinge est au sphinx ce que le monsieur est à la madame, c'est-à-dire qu'une sphinge est un sphinx au féminin. Voilà. Alors la sphinge est l'un des motifs du rococo les plus fréquents. On retrouve des sphinges, bien sûr au Belvédère de Vienne, vous les voyez ici, mais on les retrouve jusqu'au cœur de Paris, dans les nouveaux jardins de Louis XV à Versailles, et on les retrouve même jusque chez Madame Dubarry, qui elle posait pour les sphinges dont elle faisait orner ses jardins. Enfin, c'est des sphinges très emblématiques, bien entendu, mais dont la noblesse et la grandeur marquent une sorte de saut de nouveau assez martial, l'ensemble que le prince Eugène s'est offert. De loin en loin, de parterre en parterre, des fontaines et des bassins, tout à fait comme en période maniériste, mais aussi tout à fait comme à Versailles, viennent ponctuer les perspectives et apporter cette fraîcheur et surtout cette musique de l'eau si chère au siècle. Vous voyez ici cette fontaine des nymphes avec un jeu extraordinairement dansant dans les cariatides qui portent ce genre de gigantesque bénitier. Ça croupit un peu aujourd'hui, mais ça peut voulez-vous, l'eau est si chère.
Et sur les latéraux, de loin en loin aussi, il y a des sortes de petits édifices de marbre blanc qui contiennent des fontaines de plomb. La fontaine de plomb est un art très typiquement viennois. Nous en verrons d'autres dans les semaines qui suivent d'ailleurs. Vous en découvrez déjà une première ici, fontaine dite d'Amphitrite. Et ainsi, d'allée en allée, de parterre en parterre et de palier en palier, nous arrivons au belvédère supérieur. Ça, et cette fois-ci, c'est vraiment la maturité de Hildebrandt. Et c'est vraiment la maturité du prince Eugène, et c'est vraiment la maturité du rococo autrichien. Tout à l'heure, nous étions dans quelque chose qui avait encore quelques compromissions avec le maniérisme et avec l'Italie, tandis que cette fois-ci, nous sommes vraiment en plein rococo nordique, nous sommes en plein, si vous le voulez, dans une esthétique qui est beaucoup plus authentique que celle qui a précédé. Cet immense bâtiment, je le rappelle, n'a jamais été conçu pour être habité. Il était simplement un lieu de fête, rien d'autre. Et nous allons pénétrer maintenant dans ce belvédère supérieur, édifié dans ces années 1721 à 1723 par Hildebrandt. Vous allez être, je pense, tout de suite frappé par le hall d'accueil. Le hall d'accueil est en effet très solennel et très rococo à l'époque, ce qui est une gageure, parce qu'en règle générale, la solennité ne va pas trop bien avec le rococo. Ici, Hildebrandt a réussi à rendre les lignes invraisemblablement dynamiques de tout ce hall graves par le fait qu'il a transformé les colonnes en prisonniers portant le belvédère, ou si vous le préférez, de prisonniers portant le prince Eugène, évidemment. Car il s'agit bien sûr pour le prince, lorsqu'il traversait ce hall-là, d'accomplir, un peu comme les pharaons d'Égypte ont dû le faire, une sorte de triomphe permanent. Il passait la revue de ses prisonniers, pourrait-on dire. Regardez la véhémence de sculpture de ces prisonniers, qui portent bien sûr les trophées de la guerre. Bon, voici un deuxième ici. Elle vous fait remarquer que dans ces dessins, M. Hildebrandt a tout de même dû penser un tout petit rien à Michel-Ange. Ouais. Voilà. C'est d'ailleurs encore plus rococo, si j'ose m'exprimer ainsi. Regardez. Ça, c'est l'un des 4 piliers, il y en a que 4. L'un des 4 piliers, vu de l'arrière, et avec vraiment une véhémence de draperie dans la figure, qui est vraiment étonnante. Moi, je trouve que c'est encore mieux de derrière que devant. Ça, c'est complètement surréaliste. Hein. C'est d'énormes piliers de marbre, simplement entourés de l'industrie au vent. C'est bon. Vous aurez remarqué que ces prisonniers portent péniblement, difficultueusement d'ailleurs, portent des trophées. Ces trophées sont naturellement les trophées de Mars, car de nouveau, avec ce sens de l'allégorie et ce sens de l'apothéose, Hildebrandt a voulu bien marquer que le commanditaire, le prince Eugène, était au fond le prince des armes. Alors vous voyez qu'en fait, dégringolent sur les épaules de ces prisonniers, de nouveau des casques, des carquois, des flèches, des lances, des bombardes, pour marquer, une fois de plus, l'aspect martial de l'ensemble. Regardez, on retrouve même des égides et des drapeaux ici. Donc je pense que ça peut être assez curieux pour vous de voir une fois une traduction qui n'est, si vous voulez, ni strictement ni simplement symbolique du rococo, mais véritablement biographique, si j'ose dire, en ce qu'il s'agit d'une forme de portrait et presque d'autoportrait du prince Eugène. Passé le hall, passé donc entre ces deux couples de prisonniers portant l'architecture, on distingue le grand escalier. Le grand escalier est une merveille car il est orné à ces balustres de lanternes de bronze noir portés par des poutis. Vous voyez qu'on retrouve alors là l'iconographie beaucoup plus classique des poutis que vous connaissez déjà. Alors voilà donc ces poutis qui portent la rampe. Voilà l'autre groupe, ici à droite, sur un ensemble qui est un ensemble de stucatures, admirable d'ailleurs, et montrant, comme il se doit, les mérites et les vertus du courage, les mérites et les vertus de la persistance, bref, les grandes vertus héroïques que pratiquait le prince Eugène. Et cette double volée d'escalier conduit à l'étage noble, où se trouve une galerie, un peu en forme de loge de théâtre. Je pense vous avoir déjà assez dit, ne serait-ce que la semaine passée à propos d'église, l'importance du scénisme
lyrisme dans la rocaille et le rococo, l'importance du théâtre dans ces mises en scène. Et vous admettrez avec moi que dans cette balustre-là, il y a vraiment un aspect théâtral qui est extrêmement évident. Et alors s'ouvre, derrière cette loge de théâtre, les petits appartements, voilà, auxquels on entre de nouveau par un cortège stupé de prisonniers comme il se doit, mais aussi et surtout de boutiques qui cette fois-ci portent les trophées des arts et des sciences, car il faut savoir peut-être que le prince Eugène était d'une part un grand homme d'art, mais aussi un des grands protecteurs de l'humanisme, c'est-à-dire des arts et des lettres, et cette fois-ci c'est à cet aspect-là, cet aspect de l'humanisme que rend hommage Hildebrand dans la ronde des boutiques qui supportent l'entablement de ce premier étage. Et suit alors une infinité de grandes salles, salles des miroirs, salles de bal, salons verts, salons chinois, que nous ne visiterons pas aujourd'hui, mais dans lesquels nous nous aventurerons un autre jour. Toujours est-il qu'à propos du prince Eugène, et avant de quitter Vienne pour Berlin, je voulais vous rappeler peut-être, sur le plan de sa biographie quelque chose, il n'était naturellement pas du tout autrichien. Il était en fait parfaitement français, comme chacun sait, j'imagine, puisqu'il était le fils du duc Eugène Maurice de Savoie-Carignan et de Olympe Mancini. Tout le monde connaît, je pense, le nom au moins Olympe Mancini. C'était une des fameuses et tumultueuses nièces de Mazarin. Alors, le côté, mazarinisant de Eugène n'était pas toléré par Louis XIV. Donc, le jeune homme, le futur prince Eugène, a bien essayé, parisien qu'il était, d'entrer au service de la cour et d'entrer au service de Louis XIV, mais il était très mal vu. Le roi le tenait à l'écart, car les souvenirs Mancini, les souvenirs Mazarin, bon, il n'a jamais réussi à faire carrière. Et un jour, tout simplement, il a quitté la France pour s'engager auprès de Vienne, c'est-à-dire auprès de l'Autriche. Et toute sa grande carrière militaire, toute sa grande carrière diplomatique, toute sa grande carrière de Feldmaréchal a été au service des Habsbourg, au service de la maison d'Autriche. Mais je pense qu'il est important, avant de quitter Vienne, de vous dire, vous venez de voir l'œuvre, je veux bien d'un Viennois, mais quand même un Français de cœur et de culture. Ça, c'est très important. C'est un Français de cœur et de culture. Maintenant, nous quittons Vienne et nous quittons, si vous dire, la carrosserie d'une résidence au Coco, parce que c'est ce que vous avez vu jusqu'à présent, pour Berlin, et à Berlin, nous allons aller un peu plus avant dans l'intérieur. À Berlin, je vais vous montrer deux œuvres. C'est d'une part le Charlottenburg, c'est-à-dire le palais, rappelons-le, d'habitation de la maison de Prusse, puis d'autre part, sans souci à Potsdam, c'est-à-dire la villa à la campagne de ces mêmes rois de Prusse, et surtout du roi de Prusse qui nous intéresse ce soir, Frédéric II, Frédéric le Grand. Commençons, si vous êtes d'accord, par Charlottenburg en ville, Charlottenburg à Berlin. La construction de Charlottenburg remonte à Frédéric Ier de Prusse et a été achevée par Frédéric II de Prusse. Les architectes sont innombrables, car c'est une œuvre absolument colossale. Il faut citer en tout cas Johann Arnold Nering, et Eosander von Goethe, qui ont été les grands architectes de Frédéric Ier de Prusse. Alors que celui qui nous intéresse, c'est celui de Frédéric II de Prusse, c'est Georg Wenceslaus von Knobelsdorff. Si vous voulez, le Hildebrand de Berlin, c'est Knobelsdorff. Georg Wenceslaus von Knobelsdorff. Et c'est lui qui a fait l'essentiel des pièces d'habitation que nous allons découvrir maintenant dans le Charlottenburg. Juste avant que nous partions pour Berlin, je me permets simplement de vous rappeler que le Charlottenburg a effroyablement souffert de la dernière guerre mondiale et qu'il a fallu tout l'effort et toute la piété artistique des Berlinois pour reconstituer, je ne dis pas dans son entier, mais presque dans son entier, le décor rococo, vous allez voir. Il est fait d'après des dessins, des peintures et des gravures du temps, mais de façon absolument admirable. Alors, voilà Charlottenburg, si j'ose dire du bon côté, c'est-à-dire au moment où il s'allège un peu, parce que sa légèreté n'était pas sa caractéristique à vous, au moment où il s'allège
nage un peu dans le miroitement des eaux du vaste bassin. Vous avez là, ça c'est le bon côté. Mais attention, ça n'est pas de Knöbelsdorf, ça n'est pas de Frédéric II que vous avez là. En fait, c'est de Nering, et ça date de l'époque de Frédéric Ier, le roi sergent. C'est peut-être parce que ça date du roi sergent que les fenêtres ont l'air d'être alignées au garde à vous, comme vous le voyez ici. En voyant un petit peu plus près maintenant, avouez que c'est quand même pas d'un rococo très échevelé, n'est-ce pas? Ça, c'est l'époque du papa et du grand-papa. Bon. Ça encore, d'ailleurs, disons bien. Et ces trois documents servaient un peu à aider un peu à mettre en évidence ce que vous allez découvrir maintenant. Voilà. L'aile Frédéric II, elle est due à Knöbelsdorf. Et à mon avis, je pense que c'est évident, c'est immédiat de voir combien l'intelligence des prises de lumière et des prises d'ombre, l'intelligence de la légèreté dans les entablements, la beauté d'ailleurs de la balustrade en fer forgé, la beauté aussi du dessin des vitrages, met tout de suite en évidence ceci qu'on est passé vraiment d'un monde à l'autre. Du monde des soldats de plomb de l'époque de Frédéric, Guillaume et le sergent, à un monde qui est très européen dans son rococo affirmé, le monde de l'époque de Frédéric II que vous découvrez maintenant. Je vais d'ailleurs vous montrer ça aussi à l'intérieur par deux détails. Ça, ce que vous avez là, c'est le dessus de lit du roi sergent. Alors, il est évident que c'est rococo, ça oui, mais c'est un rococo, si vous regardez bien, un peu mal consenti. Il y a bien des petits, mais ils ont un peu des chaînes aux pieds. Il y a bien des draperies, mais on leur a mis trop de rideaux. Non, je ne crois pas. C'est lourd, c'est lourd. C'est rococo parce que le rococo est à la mode, mais ça n'est certainement pas consenti en tant que rococo. Tout simplement parce que le rococo est un style qui peut convenir à un être rigoureux comme l'était Frédéric Guillaume. Et regardez bien pendant une seconde encore ce décor-là, parce qu'on va sauter de ceci à ce qui va suivre, c'est-à-dire de Frédéric Guillaume à Frédéric II. Regardez déjà, et on va se promener dans cette salle, c'est une élégance absolument parfaite, c'est une élégance absolument consentie, c'est une légèreté d'esprit presque évanescente, c'est une merveille absolue. Bon, on a passé d'un stuccateur anonyme qui travaillait vraiment pour un sergent couronné à un architecte de génie, Knöbelsdorf, qui travaillait pour un monarque éclairé, Frédéric II. Alors on va se promener maintenant dans cette salle qu'on appelle aujourd'hui la salle dorée. Et vous allez voir, elle est absolument admirable. C'est l'une des plus belles salles rococo du monde, sans mentir. L'accord de couleur est extrêmement audacieux, puisqu'il s'agit en fait d'un espèce de verre, un peu chaque-tigre, si vous voyez ce que je veux dire, un verre gris comme ça, un verre qui prendrait la moisissure à certains moments. C'est pas du tout un verre séduisant, c'est vraiment une sorte de verre assez froid, assez glacé. Mais que Knöbelsdorf s'est amusé à faire vivre et à réchauffer par des stuccatures dorées, qui sont vraiment comme une dentelle appliquée à ces murs mers. C'est une salle très très en longueur qui a servi longtemps d'ailleurs de salle de bal, réchauffée des deux côtés par deux grandes cheminées, avec naturellement de gigantesques trumeaux qui permettent de se refléter presque à l'infini les grands lustres de cristal qui adornaient l'ensemble. Voilà, d'ailleurs là vous voyez un peu mieux, vous voyez même beaucoup mieux, l'admirable jeu décoratif des stuccatures dessinées par Knöbelsdorf, avec même, si vous regardez bien, par exemple ici, des espèces de jeux en trompe-l'œil de tonnelles, on a l'impression d'espaces qui s'ouvrent, mais des espaces presque arachnéens, tellement en fait ils sont délicatement traités. Ou regardez simplement cette nymphe et ces deux petits que vous avez accrochés au-dessus de la cheminée, ben vous voyez qu'on est bien loin des petites saindoux de tout à l'heure. Ça c'est vraiment un rococo parfaitement consenti et génialement traité. Quelques détails encore, on l'a vu de plus près encore, cette sorte de tonnelle arachnaire en perspective. Autre détail, les inévitables trophées, exactement comme pour le prince Eugène, il fallait donner à Frédéric II de Prusse les insignes même de son rang. Ici, bien entendu, des trophées d'artillerie, comme vous pouvez voir, avec bombardes, canons, bombes de mise à feu, etc., etc.
ces éléments, si vous le voulez, d'un Jupiter donnant qui nous sont représentés ici. Voilà. Mais à côté, le prince artiste n'est pas oublié, puisque vous avez les éléments de la musique, avec, vous le voyez, le violon, les flûtes, les hautbois, et assez curieusement les castagnettes qui se trouvent en bas. C'est curieux. Mais il y a une petite explication qui est jolie d'ailleurs. Vous savez que les compositeurs qui affectionnaient particulièrement Frédéric II, à la fin de sa vie, c'était Boccherini. Et alors Boccherini, qui était madrilènisant à cette époque-là, avait, paraît-il, fait jouer à la cour de Prusse quelques-unes de ces espagnolades qui ont lancé la mode même de l'ibérisme à la fin du XVIIIe siècle. C'est peut-être pour ça, dit-on, qu'il y a des castagnettes ici. Mais toujours est-il, il y a donc, nous l'avons vu, les grands décors de Stuc, il y a donc, nous l'avons vu, les grands trophées du roi militaire, mais aussi du roi humaniste. Et puis il y a surtout dans le détail et vu de près, l'extraordinaire science d'un décor rococo qui est presque inégalable. C'est certainement l'un des décors les plus élégants de par sa légèreté et de par sa richesse d'invention que vous puissiez voir à travers toute l'Europe. Et puis, comme Frédéric avait le sens de la connexion, dans la pièce qui suit, il a réuni quelques-uns des portraits de quelques-unes des plus belles dames de sa cour. Petite parenthèse, si vous me permettez, c'est fichtrement germanique, cette idée-là. Et moi, ça m'a toujours paru incroyablement bizarre. Réunir cette espèce de collection de beauté, vous trouvez ça à Berlin sous Frédéric II, vous retrouverez ça à Munich, sous les premiers princes électeurs du XVIIIe, et naturellement surtout sous Louis Ier de Bavière, avec la fameuse galerie de beauté présidée par la grande Lola Montez. Et vous trouvez même ça chez Sissi, puisque vous savez que monomaniaquement elle collectionnait non plus les portraits, mais les photographies des femmes les plus belles de son temps. Il y a une espèce de curieux sens de la collection entomologique chez ces souverains du Nord qu'un beau jour un psychanalyste devrait bien peut-être approcher un peu. Alors je vous ai amené quelques-uns de ces portraits parce que je trouve qu'ils donnent une dimension de plus à la salle que vous venez de parcourir. Cette salle aujourd'hui est vide, et bien imaginez-la peuplée par les femmes que vous avez ici. Je ne glose pas sur ces portraits qui ne sont pas fabuleux, sont dus à un peintre français qui travaillait pour Frédéric, c'est Perrier. Elle se Perrier a multiplié les effigies, mais dans ces effigies, vous voyez la grâce du costume, la légèreté du costume, pour y retrouver un peu comme le contrepoint des stucatures que nous parcourons. Voilà un costume dit à la hongroise, par exemple. Et vous voyez que l'étoffe est traitée exactement selon le même rythme de pinceau que ceux de la salle que nous venons de quitter. Ou encore, costume de carnaval à la vénitienne, robe noire entièrement de façon à mieux faire jaillir le blanc de la gorge de la dame. Elle tient à la main, vous le voyez sans doute, un masque, portant d'ailleurs curieusement un double masque. Juste un masque de visage entier, mais portant un loup peint. Une chose d'ailleurs extrêmement curieuse. Voilà donc le portrait du carnaval de Venise. Et enfin, puisque la musique était si importante à la cour de Prusse, nous y reviendrons dans un instant. Voilà donc joueuse de luth. Et puis, Frédéric a décidé de construire, avec toujours son Knöbelstoff d'architecte, une résidence à la campagne. Et il a choisi Potsdam pour y édifier Sans Souci, où nous nous rendons maintenant. Voilà Sans Souci, le château de Sans Souci, avec au-devant l'invraisemblable décor de Treille que, dit-on, le roi lui-même avait dessiné. Je pense qu'il a fait mieux, mais ça c'est une autre histoire. Vous voyez d'ailleurs le château devant. Excusez-moi, ce château qui est donc, en fait, plus d'ailleurs un château de plaisance qu'un château d'habitation, sur un seul étage, avec une grande rotonde centrale. Vous la devinez. Ici, la grande rotonde centrale. Alors, nous allons nous approcher de ce Sans Souci, dont je vous rappelle qu'il est la vraie œuvre du vrai souverain prussien rococo, Frédéric II. Voyons maintenant la façade. Voilà le ton de Sans Souci que tout le monde peut lire, je pense. Et voilà surtout cette étonnante animation de la façade par des cariatides. Le roi avait voulu en faire un peu comme le prince Eugène au Belvédère.
de satire, mais en même temps prisonnier, si vous le voulez, supporte l'entablement de son palais. Voilà donc cette série qui est pour l'histoire de Cariatide. Cette grande rotonde centrale donne accès sur deux ailes latérales, vous en avez une devant vous, une faite de droite, prolongée par des traits. Et vous voyez, je pense déjà que les motifs de Cariatide se poursuivent à travers tout l'ensemble, ce qui donne, et regardez ça, ce qui donne à la façade une animation rococo plus osée encore qu'elle n'était à Charlottenburg. C'est le même architecte, c'est le même Knobelsdorff, mais avec beaucoup d'intelligence, il n'avait quand même pas osé compromettre complètement l'équilibre très militaire de Charlottenburg. Tandis que là, c'est une œuvre qui sort de terre et de son génie du même coup, il ose alors vraiment se lancer dans cette sorte de frénésie des lignes et des volumes dans cette façade et surtout dans ces cariatides. Même dans les coins, regardez ça. Il y a juste ce prussien qui a toujours une cariatide dame et une cariatide monsieur. C'est curieux comme ça, répartition étatique de l'ensemble, avec des motifs représentant bien sûr les fruits des différentes saisons. Là, le raisin nous rappelle que nous sommes à l'automne, en l'occurrence. On a deux encore. Donc les cariatides ont été dessinés par Knobelsdorff, exécutés par des ateliers d'artisans, mais le château lui-même, je dois quand même, je pense le dire, a été inspiré par Frédéric II. On possède encore le projet que Frédéric II avait proposé à Knobelsdorff et qu'avec un beau sens de l'art de courtisan, Knobelsdorff avait suivi de près. Et maintenant nous entrons, on va pas se contenter de regarder l'extérieur, nous entrons d'ailleurs dans la pièce la plus fantastique de Sans Souci, c'est le hall d'accueil, qu'on appelle le hall de marbre, en ceci que le marbre y domine, avec, vous allez le voir, des tours distantes stuccatives. Un peu comme à la Villa Rotonda, un tout petit peu, si vous le voulez donc, comme dans ces villas vénitiennes de la Brenta, il s'agit d'un hall circulaire, monté sur coupole. Et Knobelsdorff a représenté sur l'entablement de sa coupole, avec un jeu très rococo entre l'aplat de la peinture et la roumeuse de la sculpture, la représentation allégorique des arts et des lettres, car à Sans Souci, Frédéric voulait oublier le métier de roi qui était le sien pour être avant tout, ici, un humaniste, écrivain, essayiste et surtout musicien. La musique, avec un plutôt joueur d'orgue de table, une nymphe joueuse de luth et un petit plutôt flûtiste à droite. Et ce qui est tout à fait rococo, c'est que naturellement, à l'extrême gauche, il y a les cymbales, et vous voyez qu'elles dégringolent sur la tête de celui qui entre. Ça, c'est ce jeu de l'humour qui est tout à fait propre à ces décors rococo. Donner l'impression vraiment que la cymbale est en train de dégringoler. Ce qui est absolument étonnant d'ailleurs dans l'ensemble, c'est que la porte d'entrée, que nous allons franchir dans un instant, la porte au salon, est gardée par deux divinités, en marbre comme il se doit. Ça n'est pas Mars, en l'occurrence, c'est Apollon. Ça n'est pas Diane, c'est Vénus. C'est vous dire vraiment la volonté de Frédéric de mettre Sans Souci sous l'égide des agréments à proprement parler. Alors voilà la première image, l'image d'Apollon, c'est un marbre blanc. Bien sûr, exécuté par un Italien, comme chacun sait, il y a des Italiens qui savent traiter le marbre. Du moins, c'est ce que Frédéric pensait. Peut-être pas tout à fait tort, d'ailleurs, en l'occurrence. Voilà donc l'Apollon. Et voilà de l'autre côté la Vénus, qui ne peut pas s'empêcher de faire de la musique, comme vous pouvez voir. Les appartements, nous ne parcourrons pas tout. J'ai choisi de vous montrer une pièce. Une pièce simplement qui me paraît représenter, si vous voulez, toutes les pièces, avec son jeu de boiserie, son jeu, bien entendu, de dorure, son jeu de miroir, comme il se doit. L'illusion fait partie de l'esthétique du rococo, et par là même cet agrandissement de l'espace par le jeu de glace est tout à fait typique du temps. Miroirs qui sont d'ailleurs en contrepoint avec de grandes peintures, vous voyez, un miroir, une peinture, un miroir, une peinture, peinture qui représente la vie des dieux de l'Olympe. Alors,
la pièce dans laquelle nous nous trouvons maintenant, cette pièce au miroir et aux représentations de l'Olympe, c'était le salon de musique. Or, je pensais qu'il fallait rendre à César ce qui appartient à César. Cela, très probable, c'est le lutrin de Frédéric le Grand. Vous savez qu'il était l'un des plus remarquables flûtistes de son temps, et ça sans complaisance aucune. Élève de Quantz, il était non seulement un admirable interprète, mais en même temps un compositeur de grand talent. Eh bien, c'est toujours à ce lutrin qu'il a joué les grandes partitions qui ont été les siennes. Voilà le lutrin de Frédéric le Grand, qui adorne la pièce que nous allons quitter maintenant pour en gagner une deuxième. Alors, cette deuxième pièce est vraiment extraordinaire. Savez-vous qu'elle est unique en Europe? Unique. Et qu'en fait, on le sait moins, il y en a eu beaucoup en Europe. Je m'explique. C'est une pièce entièrement recouverte de boiseries, mais de boiseries en haut relief, avec des couleurs extraordinairement brillantes. Ici, vous pouvez remarquer, je pense, un héron, mais alors vraiment qui au naturel éclate de couleurs sur un fond qui est un fond jaune citron laqué. Ça fait presque mal aux dents, si vous voulez, tellement l'accord de couleur est violent et osé. Ces boiseries-là se sont développées en période. Pourquoi à travers toute l'Europe? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une génération plus tard, elles étaient démodées. Donc, une boiserie s'enlevant très facilement, on les a le plus souvent supprimées pour les remplacer par les boiseries néoclassiques du règne de Louis XVI. Donc, il ne reste quasiment plus de décors de boiserie rococo, sauf à Sans Souci. Pourquoi? Parce que sur ordre de Frédéric II, il ne fallait pas toucher à un cheveu de cette pièce. Jamais. Et pourquoi? Parce que c'est la pièce qu'a habité Voltaire lorsqu'il a résidé à Sans Souci. C'est la Voltaire-Simone. Et par la même, et par respect, on n'y a jamais touché. Ça a sauvé un des décors de boiserie rococo les plus étonnants qui soient en Europe. Vous allez voir quelques détails. Comme par exemple ce perchoir ici, d'où apparaît un petit perroquet qui darde son regard, malicieux d'ailleurs, sur celui qui entre. On le retrouve d'ailleurs ici aussi, remarquez. D'extraordinaires donc jeux de végétaux, fleurs particuliers, traités donc en plein relief sur ce fond jaune citron, et même dans un coin, chose extrêmement célèbre, un petit singe en train de boulotter une pastèque, le tout sur une nature morte, lyotardisante, absolument curieuse. Alors je voulais juste, comme je l'ai fait tout à l'heure à propos du prince Eugène, je voulais simplement juste rappeler encore deux, trois petites choses sur Frédéric de Prusse. Comme je vous l'ai dit, et comme je l'ai dit abondamment, il était le fils de Frédéric Guillaume Ier, ce fameux roi sergent. Il était le fils aussi, parce qu'on a mis une dame là-dedans, de Sophie Dorothée de Hanovre, qui, hélas, n'avait pas une personnalité digne de son épouse, qui fait qu'elle a laissé gentiment le roi sergent brimer, martyriser et passer à la moulinette son dauphin de fils, dont la jeunesse et même le début de maturité était l'une des pires et l'une des plus épouvantables que l'on puisse imaginer. Ce n'est pas à vous que je vais rapporter ce qu'a été la jeunesse de Frédéric II, c'est sûr que vous savez ça mieux que moi encore, mais vous savez qu'il a été condamné à être garçon de salle dans la propre cantine de son propre régiment pour avoir tenté d'échapper à l'autorité de son père. Bien. Vous savez aussi qu'on l'a marié. On en avait certainement guère la conviction, les historiens disent bien. On l'a marié en 1732 avec Élisabeth Christine, fille du duc de Brunswick, Wolfenbüttel. C'est une sainte âme. Elle est morte sans postérité. Vous savez que c'est à la mort de son père qu'il est devenu véritablement le grand roi qu'il a été, et certainement le plus grand souverain de l'Europe du XVIIIe siècle, sachant balancer avec quelle habileté son rôle de général en chef de l'armée prussienne, son rôle de législateur également de l'État prussien, et ce rôle d'humaniste éclairé qui aujourd'hui encore est une sorte de modèle à travers toute l'Europe. Vous pensez siècle des Lumières, eh bien vous voyez le profil de Frédéric II de Prusse immédiatement dessiné à l'horizon. C'est le modèle même du prince des Lumières. Je rappelle, je l'ai dit, c'est vrai, qu'il était humaniste et lettré. J'ai dit, je crois tout à l'heure, qu'il était musicien, élève de Quantz, nous l'avons dit.
Savez-vous qu'il est l'un des premiers à avoir joué les partitas de Bach pour violon à la flûte? Il faut une belle virtuosité entre nos soi-disant. Vraiment. Il a été essayiste aussi, et on ne se retrouve pas assez que c'est lui qui a écrit et signé ce fameux anti-Machiavel qu'il a confié à Voltaire pour publication. Voltaire l'a publié à La Haye, presque sous son nom. Bon, ça n'a pas été tout à fait un vol littéraire, mais c'était à la limite. L'anti-Machiavel est un écrit de Frédéric II de Prusse, et si vous voulez avoir une idée, une illustration de ce qu'étaient les Lumières, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, relisez ou lisez l'anti-Machiavel, c'est vraiment comme un mode de vivre rococo qui est absolument étonnant. Et là-dessus, nous quittons ce deuxième chapitre, on aura un tout petit peu mieux connaissance avec le héros du deuxième chapitre, Frédéric, pour gagner le troisième et dernier lieu de notre triangle d'or. Nous nous trouvons maintenant à Munich, où nous allons visiter deux lieux aussi, le Nuremberg et le Amalienburg. Il faut que vous sachiez que les princes de Bavière vivaient en ville, en plein Munich, dans un château renaissanceau, maniéristo, pré-baroque. Ce château assez ingrat s'appelle la résidence. C'est un petit peu, si vous le voulez, le Charlottenburg des Bavarois. Et puis, le goût de la vie à la campagne s'instaurant, même avant Rousseau, le goût de la vie à la campagne s'instaurant, il a été décidé de faire hors les murs de la ville, en pleine campagne, une résidence de rêve. Cette fois-ci, c'est une femme qui en a eu l'idée, c'est Adélaïde de Savoie. Et Adélaïde de Savoie, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, s'était construire une grosse carrée. Vous avez déjà vu les châteaux savoyards, hein? Oui, le château de Lausanne, ne serait-ce que cela, qui est un bel exemple de château à la savoyarde. C'est une grosse carrée aussi, très savoyarde, hein, grosse carrée. Elle s'était fait donc une grosse carrée qu'elle a trouvée si jolie qu'elle l'a appelée Nymphenburg, le château des nymphes. Ce truc-là s'est agrandi génération après génération, et génération après génération, avec tout ce qu'on a pu pour sauver ce qu'il faut bien appeler la laideur de ce Nuremberg. Et notamment, c'est Max Emanuel de Bavière qui, à l'aide de l'architecte Joseph Effner, a fait vraiment le maximum. Alors voilà ce que j'appelle du renaissanceau-maniéristico-pré-baroque-baroque. Mais c'est vrai. Je veux dire, la structure date du XVIe siècle, le premier décor date de la période maniériste, les ajouts sont de période pré-baroque, quand à la fontaine des baroques. Mais c'est triste tout de même, vous êtes d'accord? À une époque où le cadre de la vie sociale évolue vers les grandes perspectives et les grands espaces, un prince aussi important que l'électeur de Bavière ne peut pas s'en contenter. On va donc garder la résidence pour la saison d'hiver et pour les grandes occasions officielles. Et puis on va essayer de sauver comme on peut la grande carrée d'Adélaïde. Alors nous nous transportons maintenant à Nuremberg. Or, vous êtes quand même d'accord avec moi, je peux être sévère parfois, mais pas là. C'est franchement abominable. Alors la pauvre Adélaïde, elle a fait le corps central. C'est ça qu'elle a fait. Et c'est ça dont je vous disais, c'était assez proprement savoyard. C'est ce grand sens des grandes et belles masses, ça se caractérise pas par la légèreté. C'est milieu du XVIIe siècle, n'est-ce pas? Elle aurait pu avoir Bernin à son service, cette dame-là, la manque de peau. Elle s'est mise à son propre service, voilà. Alors on a fait ce qu'on a pu, vous disais, pour le sauver, notamment à l'époque de Max Emmanuel, qui a eu l'idée, avec Effner, de redoubler la grande maison d'Adélaïde, ici, sur les corps latéraux, et de prolonger le tout par des sortes de ponts volants. L'idée est assez audacieuse, disons bien, mais c'est vrai que ça sauve l'ensemble. Et qu'est-ce que vous vouliez faire d'autre? Alors à l'intérieur, on va gagner l'intérieur par les escaliers. Alors eux, ils sont assez beaux. Alors franchement, il y a de belles volées, double volée d'escalier ici, avec de belles lanternes qui manquent un peu de diamants, mais enfin bon, voilà, une belle double volée d'escalier mène aux appartements dont Effner toujours a dirigé la décoration. Voilà le grand salon.
mais c'est assez dans l'esprit des princes électeurs de Bavière. Je ne dis surtout pas de la Bavière, mais des princes électeurs. Il y a un tout petit goût du solennel qui est un peu un petit peu célébré ici. Vous voyez, des grands pilastres, des arbres en plein cintre, extrêmement rigoureux, et puis, comme il se doit, bien sûr, un décor peint. Alors, étrangement, on doit dire que la solennité bavaroise se déborde dans le décor peint, qui du coup devient vraiment du sucre glace et du massepain comme on l'a osé nulle part. Non, vous trouvez beau? Non, cette espèce de pastoral à trois, si on peut dire, dans son encadrement, c'est de la boîte de dragée, disons. Mais enfin, c'est le début, c'est le coup, du tout début du rococo. Si ça ne vous convainc pas et si vous aimez, alors vous aimerez la suivante aussi. Voilà. C'est au plafond de la chambre à coucher royale. C'est l'abondance versant, si l'on peut dire, ses charmes sur la Bavière. Voilà. Alors, les princes électeurs de Bavière ont donc vécu à embellir comme ils le pouvaient, ou à sauver comme ils le pouvaient, ce Nymphenburg. Mais ceux parmi eux qui avaient du goût ont tourné les talons et sont allés ailleurs. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que les grands électeurs de Bavière, parmi lesquels le Charles Albert est le troisième homme de notre soirée, les grands de Bavière ont pris le parc pour y construire leur résidence. Au cours du XVIIIe siècle, on a ponctué ce parc de Nymphenburg d'un certain nombre de petits édifices très confinés, très intimistes, dans lesquels alors vraiment la splendeur et en même temps l'élégance du rococo est chantée de façon fabuleuse. Aujourd'hui, nous allons voir le plus beau. Nous allons voir certainement le plus bel exemple en Europe de rococo civil qui soit. Et en même temps, vous allez voir l'une des œuvres d'art absolues les plus belles de l'histoire de l'art. Roule le tambour, mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Ce que nous allons voir, c'est le Amalienburg, qui a été construit entre 1734 et 1739 pour être offert à titre de cadeau donc à Marie-Amélie d'Autriche, épouse de Charles Albert de Bavière. L'architecte, c'est Jean-François Cuvillier. Il aimait bien dans les actes se faire appeler Jean-François de Cuvillier, mais je me suis permis de rétablir une certaine réalité historique en mettant son de entre parenthèses. Il n'y a pas d'une gravité folle, mais c'est sous le nom de Cuvillier qu'il est connu et qu'il faut le connaître. Alors, le Amalienburg, c'est vraiment le lieu de ce qu'on appelait au XVIIIe siècle les menus plaisirs. Il ne s'agit surtout pas d'un bâtiment royal, il ne s'agit surtout pas de cadre de gigantesques festivités, mais au contraire, c'est un 8 pièces et un 8 petites pièces qui ne servaient pas du tout à la vie civile, théâtrale des princes, mais au contraire au moment de retirade, comme on disait d'ailleurs dans l'allemand de l'époque, au moment où on se retirait. Il y a un petit hall d'entrée, il y a une petite pièce de repos, il y a 2-3 salons, et il y a une cuisine dans laquelle vraiment un prince électeur peut faire son omelette. Et nous savons que la grande joie de Marie-Amélie, c'était justement cette auguste omelette que son mari lui fricotait certains soirs. Je me permets de vous rappeler que tous les souverains rococo dignes de ce nom ont trempoté plus ou moins dans le cassoton. C'est une chose assez curieuse, mais c'est vrai. Frédéric II faisait paraît-il les meilleures crêpes d'Europe, du moins c'est votre père qui l'a dit, vous me direz qu'il était payé pour, mais enfin quand même. Louis XV était célèbre pour ses sauces de chat, etc. C'est assez curieux, mais il faudrait peut-être ajouter aux arts majeurs du rococo celui de la cuisine qui vraiment semble apparaître à ce moment-là. Alors vraiment canalisez toute votre attention, nous partons maintenant à Amalienburg, et c'est une chose tellement prodigieuse que alors, devant le Nymphenburg, il y a un gigantesque parc. Et plus les souverains détestaient leur Nymphenburg, plus ils agrandissaient le parc. Curieux besoin de fuite, en tout cas. Alors, il y a des allées absolument somptueuses, larges, à gravier, entourées de grands vases décorés
décoratif, Médicis ou Pot-pourri. Il y a bien entendu ce qu'il faut d'aller de statue. Puis comme ça, quand on se perd et quand on s'égare, tout d'un coup dans une clairière, on découvre un adorable petit bâtiment. Ben voilà ce 8 pièces cadeau d'anniversaire qu'est le Amalienburg, le plus parfait exemple de rococo qu'on puisse voir au monde. Voilà du loin. Et je trouve très important de vous montrer comme ça, parce qu'après tout, Cuvillier l'a voulu après cette grande pelouse. Il a voulu qu'on le découvre dans la trouée des arbres. Il y a déjà ce petit côté un peu rousseauiste de retour à la nature. Il y a ce côté aussi un peu rousseauiste d'héritage, si vous le voulez, qui est extrêmement clair ici. Alors on va s'approcher. Voilà le très beau plafond d'entrée, avec la noble ordonnance de ces marches hémicirculaires. Et au-dessus de la porte, voilà bien la synégétique entité, donc voilà cette Diane de Cuvillier que nous avons vue déjà, donc nous allons passer sous son auguste pied et découvrir maintenant l'intérieur. La première pièce est déjà à soi seule une merveille absolue. C'est une toute petite pièce, avec d'admirables boiseries, mais vraiment d'admirables boiseries, au vernis semi-mat, comme vous pouvez voir. Couleur, alors cette fois-ci crème, c'est assez juste, crème avec un cavalier de bleu, de façon à imiter, sans l'imiter vraiment, mais jouer à imiter les décors sur porcelaine ou les décors sur faïence. Vous voyez ici des trophées de chasse, mais quand on s'approche, c'est admirablement peint. Comme par exemple ici ce trophée au héron que vous avez là. Bon, une chose tout à fait étonnante. À quoi servait ce boudoir, à quoi servait cette pièce délicatement et délicieusement ornée? Vous découvrirez quand vous regarderez en bas. C'est le chenil. À savoir que Amélie et Charles Albert, qui avaient tous deux le même goût des chiens d'ailleurs que là aussi tous les souverains du Rococo ont partagé. Louis XV, est-il besoin de vous le rappeler, a fait portraiturer ses chiens de chasse préférés par un peintre aussi génial que Oudry. Alors pourquoi est-ce que Marie-Amélie n'aurait pas fait faire des niches à boiseries pour ses chiens de chasse? Alors les Espagnols étaient donc là quand les chasses se préparaient ou quand on entraînait des chasses. Voilà toutes les niches de ces chiens-là. Et le chenil ouvre directement sur la salle de repos. C'est-à-dire, penserait-on, une chambre à coucher, mais non pas vraiment. Il s'agit plus exactement d'une salle qui contient un lit, mais qui est un lit de, je le répète, repos. Avec beaucoup de modernité et d'audace d'ailleurs, on a fait communiquer cette pièce de repos avec une salle d'eau, ce qui permettait bien sûr à Marie-Émilie de se rafraîchir quelque peu avant de devenir l'hôte de ces réceptions intimes qu'elle offrait au Amalienburg. Nous entrons maintenant donc dans cette salle de repos, et alors maintenant vous mettez vos lunettes, vous mettez vos jumelles, vous mettez vos yeux. C'est ça, c'est entre autres ça, mais c'est surtout ça qui est le grand chef-d'œuvre absolu. Tout cela a été conçu, tout le décor a été conçu par Cuvillier. Alors, au-dessus de la porte, voilà le portrait de Marie-Amélie. Vous voyez, ce n'est pas du tout dans un portrait officiel, c'est la dame en costume de chasse avec naturellement un chien à ses pieds. Voilà donc l'hôte de ses lieux. Et maintenant, voyons les lieux. Voilà le dessus du lit. Et je pense que déjà là, vous devez être frappé. C'est d'une qualité infiniment supérieure à tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Vous êtes ici vraiment au sommet de l'art ornemaniste vocal. Cuvillier est le maître absolu de ces décors infiniment capricieux, de ces décors infiniment tourmentés, mais délicieusement tourmentés que le XVIIIe siècle a tant aimé. En plus de ça, c'est un coloris extraordinaire, puisque toute cette pièce est faite de deux jaunes, jaune citron et jaune paille, qui sont alliés l'un à l'autre par des boiseries argent. Jaune et argent, c'est osé. Une fois de plus, c'est très osé. C'est un rapport de couleur extrêmement froid. Vous allez découvrir que c'est absolument admirable. Très peu de meubles, un lit et une console en forme de commode que vous avez ici.
dessiné par Cuvillier comme il se doit, complètement débridé, j'avoue, enfin bon, dessiné par Cuvillier, quelques meubles à peine pour servir vraiment de repoussoir aux parois qui sont vraiment le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Voilà, disons, ce jeu de couleurs, jaune paillé comme citron, allié donc par ces boiseries plein sucre et plein de bois, entièrement en argent, entièrement recouvertes de feuilles d'argent. Alors c'est un jeu du végétal et du minéral, c'est un jeu de l'aquatique et, si vous le voulez, du rock, c'est un jeu surtout de petits que l'on voit comme ça, naviguer dans cette espèce de paysage fantastique auquel il donne, par exemple, sa réalité ou leur réalité. Regardez la beauté, vraiment, du moindre de ces jeux de forme. Regardez surtout l'élégance de tous ces dessins-là, et vous vous convaincrez certainement que nous sommes face à un chef-d'œuvre absolu. Cuvillier est un de ces êtres inspirés comme vraiment une école telle que le Rococo en méritait. Voilà le bal de ces boiseries avec une tête de satyre. Voilà. Et voilà encore un de ces détails, avec de nouveau un pinceau en forme de cartouche, d'une exécution technique absolument délirante, puisqu'en fait, un motif comme, disons celui-ci pour simplifier, un motif comme celui-ci fait 6 cm. Donc c'est vraiment, ne serait-ce que sur le plan de la taille du bois, ne serait-ce que sur le plan, disons, de l'homogénéité de la couverture d'argent, c'est un chef-d'œuvre absolu. Bien, alors ça c'était donc la pièce de repos, celle dans laquelle Marie-Amélie pouvait passer, si vous le voulez, de l'état de synégétique entité à tromblon à celui de dame qui reçoit, car en effet, l'épicentre, vous ne l'aviez pas vu et le voilà, l'épicentre c'est le salon de musique, dit aussi salon des glaces. C'est un petit salon rond, comme il en existe beaucoup, mais qui est unique au monde, en ceci qu'aucun n'est aussi parfait que celui-là. Alors, la chambre de repos, c'est déjà quelque chose, mais la pièce que vous allez découvrir, c'est encore beaucoup plus. On a l'impression que Cuvillier est arrivé au maximum de l'expressivité du rococo dans la chambre de repos. Eh bien non, le maximum, il le donne en matière de musique, qui est dans une couleur complètement différente, puisque c'est un bleu, comment dire ça, un bleu juste de nuit, et de l'argent. C'est un bleu horrible en fait, c'est un bleu lingerie. Mais comment je ne savais pas, c'est pas du tout bleu ciel. C'est pas du tout un bleu, même disons délavé tout simplement. C'est un bleu presque d'orphelinat, si vous voulez. Un bleu grisouille comme ça, voilà. Qu'il a complètement animé cette fois-ci avec des boiseries dorées. Ah oui, c'est très curieux. Le jaune, qui est une couleur chaude, il le refroidit et le tempère avec des boiseries argent. Ce bleu, qui est une couleur froide, il le tempère et le réchauffe avec des boiseries d'or. Il y a vraiment un jeu extrêmement subtil des matières ici. Alors, c'est une pièce absolument étonnante en ceci que Cuvillier s'est amusé, architecte et décorateur qu'il est, à rendre l'espace ambigu. Je veux dire, ce sont les mêmes arcs à la même hauteur, regardez, qui donnent prise à l'extérieur, ou donne prise sur l'illusion de l'extérieur qu'est le miroir. Je veux dire, on a l'impression d'être dans un salon soutenu par 12 fenêtres, or en fait, il y a 4 fenêtres et 8 miroirs. Mais l'illusion est tellement admirablement calculée que vraiment, on est pris dans un espèce de vertige où on ne sait jamais si on voit l'extérieur extérieur, ou l'extérieur intérieur, ou l'intérieur intérieur. Comprenez-vous? C'est un jeu de dialogue qui est vraiment tout à fait étonnant. Alors nous allons voir maintenant, dans le détail, ou par le détail, cette réussite tellement étourdissante. Je pense inutile de vous dire que Cuvillier était tellement homme de métier qu'il signait, le moment de ses propres mains, non seulement l'architecture extérieure, mais l'architecture intérieure, non seulement le moindre des éléments des boiseries, mais aussi les meubles, et non seulement les meubles, mais même les entrées, les serrures, voire même les clavons des clés. C'est allé jusque-là. C'est vraiment une œuvre totale du génie de Cuvillier.
Alors voilà ce jeu, si vous le voulez déjà, très étonnant, dans 3 glaces d'une seule prise extérieure. C'est une seule prise extérieure, mais qui, par le jeu des biseaux, se réduplique ainsi de façon assez étonnante. Alors, parfois nous avons, comme ici, vous le voyez, un appel à la lumière, parce qu'au-delà de ça et dans la conque, il y a, bien entendu, la fenêtre. Parfois, nous avons au contraire un appel à l'ombre, parce qu'au-delà de ça, il y a la glace. Vous comprenez le principe? Donc, ou bien la lumière vient de l'extérieur, ou bien, si j'ose dire, elle vient de l'intérieur. Et cette lumière, à la fois extérieure et intérieure, et surtout avec l'ambiguïté de ce jeu d'une lumière à la fois intérieure et extérieure, Cuvillier crée une œuvre sans début et sans fin. Il crée vraiment cette espèce de vertige des sens qui, à proprement parler, est l'une des qualités fondamentales de tout art rococo. Naturellement que les glaces lièrent énormément, car il est évident que dans ces glaces elles-mêmes, on ne sait jamais si on est à l'intérieur ou à l'extérieur. On ne sait jamais si ce qu'on voit, c'est soi-même ou le reflet de soi-même ou le reflet d'un reflet de soi-même. Vous comprenez? Donc là aussi, une forme d'ambiguïté qui est extrêmement saisissante. Quand en plus on regarde un peu en haut, ça devient complètement fou. Parce que le plafond lui-même, nous le verrons tout à l'heure, est extrêmement adorné de stucri. Le plafond se multiplie et se remultiplie dans les différentes classes et crée ainsi un espace sans fin qu'à l'époque, lorsqu'on y vivait surtout de nuit, qu'à l'époque on y illuminait surtout à la bougie, la réduplication même de ces bougies, la réduplication même de ces lustres devait rendre proprement hallucinant. Et c'est là-dedans que l'on musiquait, et c'est là-dedans que l'on dansait. Donc vous deviez avoir une forme de vertige des sens, j'en parlais tout à l'heure, tout à fait exceptionnel. Voilà, au centre, le grand lustre de Bohème, qui lui aussi, vous le voyez, devient comme tentaculaire à travers cet espace qui est sans début et sans fin. Le plus étonnant peut-être, c'est de regarder de près. Parce qu'en fait, la qualité de la chambre de repos de tout à l'heure est encore presque accrue ici. J'entends que vraiment le moindre détail est d'une beauté absolument étourdissante, comme par exemple ici, ces grandes feuilles d'acanthe qui bordent une des glaces. Eh bien, je dirais que toute la diapositive que vous avez là, c'est à peine 30 cm de hauteur, dans l'état original. Donc là encore, imaginez les grandes volées que Cuvillier se permettait, surtout les grandes volées qu'il exigeait des artisans qui ont travaillé ici. C'est absolument fou. C'est à nul autre pareil, je vous le répète. La seule chose peut-être, mais ça c'est une parenthèse, vous êtes prié d'oublier immédiatement, la seule chose peut-être c'est que ce malheureux Louis de Pierre un beau jour a essayé de faire la même chose. Seulement non seulement il n'avait pas assez d'inspiration, mais surtout il n'avait pas assez d'argent. En conséquence de quoi il y a une espèce de pseudo-rococo dans la manière de Louis II qui entache un tout petit peu la splendeur du vrai rococo de l'époque de la Malénois. Alors vraiment regardez ça de près, ne serait-ce que pour mieux exorciser la triste mémoire du roi Lune. On peut regarder dans le détail aussi le plafond, parce que le plafond, de nouveau dans son jeu d'illusion, est une chose étourdissante. Comme il se doit, vous allez y retrouver les boutis et les nymphes, comme il se doit, de nouveau, ils seront représentés les différents aspects des arts, des sciences et des lettres, comme il se doit, les divinités favorites de l'Olympe y seront. Mais alors, avec de nouveau un jeu d'audace qui est très propre à Cuvillier. Jeu d'audace qui est le suivant. Une partie des boiseries est presque à 2 dimensions, l'arbre notamment ici, alors que l'autre partie est presque en ronde bosse, la nymphe. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'on y retrouve des trucs, entre guillemets, très propres à Cuvillier, ceux notamment de faire pendouiller la jambe de sa main sur les spectateurs. Vous voyez? Donc il y a un jeu de 2 à 3 dimensions qui devient vraiment très très étonnant. D'autant plus que tout ça se reflète dans des glaces, qui se reflètent dans des glaces, qui se reflètent dans des glaces. L'ambiguïté alors devient littéralement insoutenable presque. Voilà un autre détail du plafond. Avec des petits, comme de bien entendu, en train de remplir des vases d'eau, mais aussi avec des arbustes, mais aussi avec des petits oiseaux, et le vol d'oiseaux tout à droite. Et enfin, nous quittons maintenant cette pièce étourdissante,
Et enfin, la dernière pièce, tout simplement, c'est la cuisine. Je vous ai parlé de l'Auguste Omelette tout à l'heure. Alors, l'Auguste Omelette avait un Auguste cadre, puisque Amélie s'était faire une cuisine entièrement recouverte, comme vous pouvez voir, de panneaux de faïence, lesquels en fait sont dus aux ateliers de Bavière, dont elle protégeait énormément d'ailleurs des progrès, mais sur des modèles qui sont des modèles chinois. C'est donc l'une des cuisines les plus étourdissantes que l'on puisse voir au monde, une cuisine qui allie le décor chinois aux qualités de la cuisine bavaroise. Ça doit alléger le knödel, un décor comme ça. Vous avez la beauté du fromage, vous avez la beauté de ces oiseaux aussi, d'ailleurs. Et c'est tout petit, hein, c'est une toute petite cuisine. On a enfin l'autre et dernière partie, avec de nouveau un petit paysage chinois à droite. Certainement un des éléments les plus capricieux qui soient. Alors, nous arrivons maintenant à l'heure des conclusions. Je vais vous rappeler d'abord, en 3 secondes, que Charles Albert était électeur de Bavière, mais que, qui avait fait allusion, mais en 2 minutes, permettez-moi quand même, il a refusé de reconnaître Marie-Thérèse en tant que souverain d'Autriche à la mort de son père Charles VI. Il a refusé. C'est par là même qu'il a été l'instigateur de cette fameuse guerre de succession d'Autriche dont je parlais tout à l'heure. Avec l'appui sournois de la France, qu'il a bien poussé en avant le beau Karl Albrecht, il s'est retrouvé à la tête d'armées puissantes et efficaces, avec lesquelles il a envahi la Haute-Autriche et même la Bohême. Puis ensuite, il est revenu pour se faire couronner roi de Bohême et empereur d'Allemagne sous le nom de Charles VII d'Allemagne. À l'instant où il était empereur d'Allemagne, la France l'a lâché. Et le pauvre malheureux a connu dans les 3 dernières années qui lui est resté à vivre une débandade politique et une débandade de prestige absolument effroyable. Les 3 dernières années de la vie de Karl Albrecht, l'empereur abandonné de tous, ont été terribles. Car en fait, c'est sur lui qu'a gravi Marie-Thérèse pour devenir ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire l'un des plus grands souverains du XVIIIe siècle aussi. Ce monarque s'est donc littéralement sacrifié lui-même. Et nous savons qu'il est mort dans la Marienburg, ce qui a dû être quand même une légère compensation aux dernières humiliations de son temps. Je vous rappelle en conclusion que nous avons fait un tour de 3 personnages d'exception, le prince Eugène, Frédéric le Grand et Karl Albrecht de Bavière, et de 3 lieux d'exception, de façon à bien resituer ce rococo dans le cadre de cette maxime que je vous proposais en début de ma conférence. Le rococo, c'est Mars rendant les armes à Vénus. Et je crois vraiment que la Marienburg en est le plus bel exemple qui soit.